Pas de générique pour les dossiers noirs du samedi soir, parce que c'est un jour extraordinaire dans la mesure où beaucoup de regards sont tournés vers le zénith où notre frère, que tout le monde attendait depuis, sur cet endroit mythique, va se produire. Valsero sera bel et bien au zénith ce samedi à partir de 20 h. Raison pour laquelle les dossiers noirs de ce soir seront en raccourci pour que moi-même également je sois prêt pour cet événement où les gens sont venus d'un peu partout à travers le monde, où d'ailleurs il y a eu des messages, qu'ils soient de l'opposition ou du gouvernement, parce que la culture est un dénominateur commun et un ciment de la nation. Certains ont envoyé des motions ou alors des messages de soutien à Valsero, même s'ils ne partagent pas ses idées, à l'instar de Samuel Eto'o ou même de la fille de Paul Biya, Brenda. À cela, nous disons aussi merci qui, malheureusement, à travers le monde, n'ont pas fait des déplacements parce que non seulement il faut beaucoup de sacrifices, mais aussi le zénith ne peut pas contenir tout le Cameroun. Néanmoins, nous ne pouvions donc pas, je ne pouvais donc pas vous sevrer de vos dossiers du samedi soir pour ceux qui sont au Cameroun et à travers le monde et qui sont déjà habitués à ce rendez-vous. Raison pour laquelle je me suis dit, même en allant au pas de course, pourvu que je puisse respecter mes engagements. Aujourd'hui également, c'est une journée spéciale dans la mesure où certainement je vais courir de gauche et à droite. J'ai déjà commencé très tôt le matin et je reviens à l'instant même de UBiz News, la chaîne de télévision de mon frère, confrère et Amobe Mevege pour la dernière cérémonie d'hommage qui a été prévue, programmée par la famille dans l'enceinte de cette chaîne. Beaucoup de gens se sont déplacés. Ils y seront encore, peut-être jusqu'au début du concert, parce que après la mort, il y a la vie, il y a espoir. Amobe Mevege quittera certainement, définitivement, la France mercredi prochain. Et il sera 5 h lorsque l'avion décollera, l'avion de Air France décollera de Paris. Amobe ne voyagera ni en seconde, ni en première classe, mais il sera plutôt dans la soute. Le 25 septembre, dans ce village où il a fait les derniers rites traditionnels, Amobe Mevege sera enterré aux côtés de son père en Kolbogo. Tout le reste du programme qui peut circuler n'est pas encore validé par la famille. Parce que, en même temps, les autorités camerounaises mettent la main dans la pâte, veulent peut-être aussi offrir ce qu'ils n'ont pas pu faire à Amobe Mevege de son vivant, pourraient peut-être organiser un concert, mais au moment où je vous parle,
se tient une réunion de famille avec l'épouse, donc la veuve désormais d'Amoubé Kumba, le chef de famille à Banda et les autres pour arrêter définitivement le programme. Mais une chose est sûre, c'est que mercredi, ce serait déjà fini pour ici Paris. Ce qui est sûr, c'est que le 25, Amoubou Mevege sera inhumé au Cameroun. Nous sommes donc partis lui dire au revoir. Nous sommes partis lui dire adieu. Parce que le seul endroit où nous pourrons encore nous retrouver, ce sera dans l'au-delà. Amoubé va. Amoubé, que le peuple camerounais t'accompagne, que le peuple africain t'accompagne, que l'humanité t'accompagne, que la terre de nos ancêtres te soit légère et que tu voyages dans de bonnes conditions, tout en saluant nos ancêtres qui sont là-haut et qui certainement t'ont déjà accueilli. Dossier noir du samedi soir, très noir, épisode aujourd'hui, c'est parti. L'existence des militaires se justifie en les éliminant. Aimait répéter Adolf Hitler. Tel est malheureusement ce qui arrive désormais aux militaires camerounais dans une guerre entre frères qui n'en finit pas de faire couler le sang. Vous avez tous été choqués par des images des militaires camerounais tombés au champ de bataille dans une embuscade, trimballés, découpés, dépiécés. Vous avez vu comment est-ce que les blindés prenaient feu? Vous avez vu surtout que ces jeunes qui mouraient avaient encore un avenir. Ils n'avaient même pas encore commencé la vie. Beaucoup venaient d'être recrutés, tout simplement en 2021. Les voilà, ils sont partis. On dira, c'est pour la patrie. Mais nous combattons qui? Contre qui? Qui est notre ennemi? Camerounais contre Camerounais? Voilà la guerre fratricide à laquelle nous assistons. Voilà les scènes auxquelles nous sommes habitués. Pouvez-vous vous rendre compte ce que ça fait aux mamans, papa, frères, sœurs, de ces jeunes qui sont morts en ce moment? C'est le désarroi, c'est le désespoir, c'est un drame incurable qu'aucun psychologue ne pourra effacer, un traumatisme à jamais qu'on devrait porter comme une grosse tâche.
Et c'est le début d'une série noire. Puisque, au moment où je viens m'installer ici, une attaque a été faite aussi dans une sous-préfecture toujours au nord-ouest. Et tout un chacun a vu comment est-ce que le matériel informatique a été emporté, incendié tous les meubles. Le portrait de Paul Biya brisé. Nous sommes au Cameroun. L'État a perdu ses droits. L'État a perdu le combat. Ne serait-ce que le combat de la communication. Parce que ces images montrent que, contrairement à ce que les régicides et autres barons du régime nous faisaient croire que force à la loi, maintenant, c'est donc force au hors-la-loi, si on peut les appeler ainsi, puisqu'ils trouvent que l'armée du Cameroun est une armée d'occupation et qu'ils sont dans leurs droits, comme tous les peuples, selon, bien sûr, les règles énumérées par l'ONU, de se défendre. Ce qui arrive aujourd'hui est ce que j'ai toujours prédit. Et pas que moi. Beaucoup de Camerounais lucides, la communauté internationale, les ONG, les intellectuels honnêtes, les analystes en stratégie, ont tous dit que ça allait être une déculottée. Cette déculottée est actuellement consommée. Les militaires camerounais ayant été tués, le ministre des Forces armées a dépêché un nouveau contingent pour aller dans les renforts, traquer nos petits. Il a pris sa tête. 200 millions pour celui qui va capturer ou tuer le général ambazonien, le très célèbre Nopiti. Et à peine a-t-il envoyé le premier contingent qu'il n'est même pas arrivé. Ils ont fait un accident sur ces routes tortueuses où on peut les piéger n'importe où. Ils étaient 26. Pour l'instant, il n'y a pas de mort, mais il y a des blessés très graves. 16 se trouvent à l'hôpital militaire à Bamenda, 10 autres dans un hôpital, dans un autre hôpital. Les attaques qui sont perpétrées sont donc une preuve que la situation, loin d'être contrôlée, est en train de s'aggraver. 15 corps, 15 éléments du BIR. Le BIR qu'on nous brandissait comme invincible. Le BIR formé par les Israéliens. L'armée camerounaise formée par les Français, ayant fait toutes les grandes écoles. En Grèce, des stages. En Ukraine. Et ils se retrouvent face aux Ambazoniens qui hier étaient de simples civils, n'avaient que des machettes ou des flèches, et même avant, n'avaient que l'arbre de la paix.
Certains avaient seulement la Bible pour prier. Mais tous ces métamorphosés, lorsqu'ils se sont sentis attaqués, complètement persécutés, pourchassés, résignés à se réfugier dans la forêt, ils sont donc devenus pas seulement des maquisards, mais des combattants redoutables. En 4 ans, ils sont terriblement aguerris. Leurs techniques de combat se sont améliorées. Et pendant ce temps, du côté du gouvernement camerounais, ou plutôt du ministère tout simplement de la Défense, on a plutôt fait que la formation soit accélérée. Cette formation qui fait de telle sorte que on recrute des jeunes qui n'ont pas une expérience, qui ne connaissent pas le terrain, qui vont se jeter dans la gueule du loup. Rappelez-vous que le 13 janvier 2021, le ministre de la Défense lançait un recrutement pour les forces de défense. 130 000 jeunes Camerounais se présentaient là et je leur disais, vous serez les futurs Cherakano. En mars, ils sont allés en formation, ou plutôt, ils ont passé les épreuves. On nous a dit qu'on a recruté 5330. Et puis on a ajouté 700 officiers, sous-officiers plutôt, et 40 officiers. Tout cela parce que les effectifs diminuaient sur le terrain. Parce que les amazoniens répliquaient. Et parce que beaucoup de cadavres sont cachés du côté de l'armée qui subit actuellement une sérieuse déculottée. Ces jeunes devaient suivre une formation de 9 mois. Mais étant pressés, on leur a dit, allez-y au combat. Et les voilà qui sont lancés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, parfois montagneuses, où ils ne voient pas l'adversaire. Ils sont piégés à tous les coups. Ce qui est arrivé sur cet axe, Ndop-Sabga, était bel et bien connu de tous les services de renseignement du Cameroun. Puisque, à force de vouloir mentir, à force de démagogie, le régime se retrouve pris dans son propre piège. Rappelez-vous qu'en mars 2020, le régime camerounais nous a annoncé la mort du général Nopiti. On s'inventait, on criait à la victoire et on disait tout est fini. Et hop, le général Nopiti réapparaît. En juin 2021, on nous a encore annoncé la mort du même général Nopiti. Et hop, qui est-ce qu'on voit? C'est Nopiti qui mène ces attaques. Nopiti, c'est qui? C'est un garçon de 26 ans. Et nous avons combien de généraux? Nous avons combien de colonels?
Vous savez à combien est-ce qu'ils sont payés? Et chaque jour, ils viennent uniquement pour des fake news. Se vanter. Nous venons de tuer nos petits. Spider. Le général Spider. Nous venons de tuer Abakwa. Nous venons de tuer tel. Nos petits c'est qui se vantaient encore. Le général Nkavalaire, commandant de la 5e région militaire interarmée. Il faisait ces discours-là, rassurant les troupes, rassurant le peuple camerounais. Les parents ont laissé leurs enfants partir pour aller se sacrifier au front. Quel spectacle hallucinant, humiliant, dégradant, révoltant, sanguinolent. En temps normal, le général Valère Nka devrait démissionner. En temps normal, le colonel Mathian devrait démissionner. Parce que ce sont des fautes lourdes, des fautes professionnelles qui ont été commises et qui sont toujours commises depuis que cette guerre a bel et bien commencé. Le 20 juin 2021, il s'est tenu à Yaoundé, un dimanche, une réunion de crise pour faire le bilan de la guerre dans les régions anglophones. On a fait venir des généraux, des gens qui sont supposés maîtriser tout, avec tous les chiffres. Et ils ont vu que le Cameroun, l'armée camerounaise, perdait terriblement en matériel et en forces humaines. Ils se sont dit qu'ils vont réorienter les services de renseignement. Ils se sont donc dit qu'ils se donnaient quelques jours pour neutraliser non seulement le général Nopiti, mais aussi Field Marshal. Depuis 2017, quel est le résultat? Quel est le résultat? Ce sont les Camerounais qui sont en train de mourir. Dans les deux camps. Sauf que le plus inquiétant, c'est quand on voit une armée républicaine qui prend une telle déculottée. Encore que depuis juin, il y a eu un message selon un infiltré qui était parmi les faux Amba Boys d'Atanganji et qui a fait semblant de rejoindre la lutte armée, les Ambazoniens. Il leur a donné au régime camerounais tous les renseignements. Et ils ont fait un message porté que le général Nopiti est entre le général Nopiti qu'ils annonçaient qu'ils ont déjà tué un. Ils font maintenant un message porté que le général Nopiti est en train de se diriger avec 2 colonnes de motos avec une vingtaine de personnes. Et ils disent que l'objectif pour eux, c'est que ils ont pris les 2 axes de Tadou et de Ndou parce qu'ils voudraient justement miner une zone ou alors une route
que le Bir emprunte l'axe Ndop Sapka. Et les renseignements sont au courant que Abamessing, qu'ils ont mis les explosifs pour faire sauter les forces de défense. Donc, justement, que ce soit les chars, les voitures blindées. Cette note est dans les services de renseignement connus depuis juin 2021. Ce n'est donc pas une surprise. Une armée professionnelle aurait pu au moins s'envoyer des éclaireurs, des agents de renseignement, faire au moins cette route 2, 3, 4 fois avant de mettre des engins en route. Puisqu'on voit comment est-ce que l'armée camerounaise saute sur des explosifs. À chaque fois, ils sont piégés. L'attaque a été coordonnée par 30 ambazoniens. Exactement à l'endroit où l'armée camerounaise, les services de renseignement, savaient que ça va se passer. C'est là où ça s'est passé. Qui a donc fauté? C'est la question qu'il faut se poser. Deuxième des choses. Dans chaque guerre, il y a ce qu'on appelle l'avantage psychologique. Lorsqu'on voit ces images, on déduit d'abord une chose. Non seulement il y a 15 morts côté camerounais, mais on brûle 2 blindés qui coûtent combien? Près du milliard. On récupère 16 armes de guerre avec des munitions, des lance-roquettes. Ça veut dire quoi? On ravitaille le camp ennemi. Et c'est comme ça que les ambazoniens ne font que récupérer le matériel de guerre jusqu'aux tenues. On déshabille les éléments du Bir. Le Bir qui faisait peur à tout le monde est devenu une raillerie pour les ambazoniens. Ils n'ont que du mépris pour le Bir. Ils se disent même encore que la police même est mieux formée que le Bir. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand les pays voisins voient ça, même en cas d'annexion du Cameroun, ils vont se dire quoi? Que nous avons une grande armée? Et d'ailleurs, toutes les vidéos qui circulent depuis, où on voit comment est-ce que l'armée camerounaise, on les voit se bagarrer entre eux-mêmes, ou bien se faire tabasser par des civils. Mais c'est ce qui est en train de se passer au front. Le général Lopiti, tout petit, comme Kirikou, est en train d'humilier toute une armée. Partout où il veut aller, il part. Il règne en Dokekunja. Tout le monde connaît les forces marines dont il est le chef. On les fuit, on se barricade. L'armée camerounaise se barricade. C'est lui qui dicte la loi. Va-t-on gagner cette guerre? Peut-on gagner cette guerre? Jusqu'où ira cette guerre?
J'aime bien lire parfois le délire ou alors les écritures délirantes de mon frère Onangini. Il disait que le bir allait finir ces gens-là en 48 heures. Maintenant, il dit que il faut des années, voire 45 ans. Ou 50 ans. Donc Paul Biya sera toujours vivant. Le 3 août 2021, l'armée camerounaise allait à 3 heures du matin encercler la maison de la mère, du père, de nos petits. Ils les ont capturés avec l'oncle et la tante à 4 heures du matin. Nos petits leur a dit, laissez les parents et de toutes les façons, ils n'ont aucun impact sur moi. Et que ce sera encore beaucoup plus grave parce qu'il allait passer à la vitesse supérieure. Nous en sommes là. 28 morts. 28 soldats camerounais assassinés en 5 jours. Voilà le bilan. Et ça, on continue. Les jours qui viennent, regardez-moi, je vous le dis, droit dans les yeux. Les jours qui viennent seront encore terribles. Les jours qui viennent, il y aura beaucoup de cadavres. Selon les informations qui me sont parvenues, je vous rappelle toujours que je suis journaliste. Je suis journaliste et bien introduit. Je vous répète que j'étais le premier en 2016 à vous dire comment est-ce que cette guerre allait dégénérer avant qu'International Crisis Group vienne confirmer cela. Prenez garde le 1er octobre. Du 1er au 7 octobre, ça risque d'être trop chaud pour l'armée camerounaise. Et pourquoi? Les Amazoniens viennent de finir une formation. Une grande formation. Vous avez pu voir comment est-ce que les chars prenaient feu. Cela veut dire que aujourd'hui, non seulement ils fabriquent les engins explosifs, mais ils ont reçu des instructeurs. Les instructeurs sont partis, certains des États-Unis, d'autres d'Angleterre, qui sont amazoniens comme eux, ou camerounais, mais qui se sont dit qu'ils viennent donner secours à leurs frères. Ils sont passés par le Ghana, puis sont entrés par le Nigeria. 25. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le petit frère de Fiat Marshall, qui lui-même a été formé par le BIR, son petit frère est dans l'armée américaine. Et ceux-là qui sont là sont des gens qui sont très formés. Ils sont entrés par le Nigeria, ils ont fait des camps et ils ont recruté. Ils ont formé dans plusieurs modules. Ces modules consistent à quoi?
non seulement à se fondre dans la foule ou à se confondre aux militaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils prennent ces habits-là. Ils n'ont pas besoin de chars. Ils n'ont pas besoin de voitures blindées. Deuxième des choses, ils fabriquaient déjà leurs armes. Mais cette fois-ci, ils ont inventé une bombe qu'ils appellent Haïdaï. Ils pilotent ça à partir du téléphone, à distance, et font exploser. Donc ceux qui sont venus maintenant, ce ne sont pas les enfants de cœur. Ils sont au Cameroun. Certains sont déjà en train de partir parce que la formation est terminée. Pendant que ceux du BIR, à peine entrés en mars, ils sont déjà sur le terrain. Alors que la formation doit durer minimum 9 mois. Donc du coup, les Ambazoniens sont actuellement mieux formés que le BIR, que ces éléments du BIR qu'on envoie là-bas. Deuxième mauvaise nouvelle. Dans la dernière réunion, dans l'une de leurs dernières réunions qu'ils ont faites, les Ambazoniens ont dit, compte tenu du fait que nous, francophones, nous sommes indifférents à leur cause, ils vont déporter la guerre. Vous savez que nos petits ont commencé d'abord à attaquer certains intérêts francophones ou france-africains, tels que la SODEPA et toutes les structures qui représentaient l'économie camerounaise. Maintenant, la prochaine étape, ce sera l'Ouest, Bafoussam. Ils vont viser des milieux populaires. Et puis voilà, pour que les gens sortent des bars, pour que les gens comprennent. Parce que dans leur réunion, ils ont dit, nos parents ont trop souffert, nous avons trop souffert, nous mourrons en brousse, et les anglophones boivent dans les bars. Ils parlent sur des chaînes de télé, ils nous insultent. Ils nous prennent comme des fous. Alors on va faire qu'ils pleurent. Je ne veux pas que le sang continue à couler dans mon pays. Mais je vous dis, si vous aimez beaucoup les milieux populaires ou certains endroits, il faudrait réviser votre mode de conduite. Parce que la dernière phase, ce sera Yaoundé, où certains y sont déjà, et où la formation pourrait aussi se passer de façon très discrète. Ils ont fait leur formation de façon très discrète. Dans un endroit où se trouve l'armée camerounaise. En Conquête-Tunja. Et que l'armée camerounaise ne contrôle pas. C'est eux qui contrôlent. Et maintenant, ils ont changé de tactique. Ils ne vont plus au corps à corps avec l'armée camerounaise. C'est là le danger. Ils reçoivent des instructions. Ils font des analyses. Les analyses, c'est que s'ils sont en infériorité numérique, ils ne lancent pas d'assaut. À l'époque, ils donnaient des assauts. Ce n'est plus les assauts. Ils ne font des assauts quand ils sont en surnombre. Donc même quand l'armée camerounaise passe, ils voient, mais laissent. Et au moment où ils savent que là,
Nous avons la cible, ils se communiquent et bam, c'est parti. Ce n'est donc plus une petite guerre. Ils ont gagné en technicité, en efficacité, en ancienneté et surtout en courage parce qu'ils voient comment les soldats camerounais tombent. Les autorités camerounaises peuvent mettre en place certaines stratégies. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, ils sont en terrain ennemi. Un terrain qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. Les autres sont chez eux. Et ce n'est pas un terrain plat où on voit l'adversaire, comme j'ai dit. Quand vous montez la montagne, eux, ils sont en haut, ils vous voient. Et autre chose, vous avez pu voir que les soldats camerounais étaient dépiécés. C'était rituel. Avec ces membres-là, ils savent faire d'autres choses. Une sorte de rituel magique ancestral qu'on appelle l'Odeshi. L'Odeshi, avec le sang des soldats camerounais, les rend presque invisibles, presque indomptables. Ils ont de nouveau une puissance terrible. Cette dimension-là. C'est pour ça qu'ils font ça. Ils ne prennent pas cette chair-là pour aller manger. Ils ne sont pas des cannibales. Ce que les gens oublient, c'est que si Paul Biya a une certaine puissance, mais c'est parce qu'il est allé dans ces régions-là où on lui a donné certains pouvoirs. Comme eux-mêmes ils disent souvent, dans leur cercle, que c'est eux qui ont transformé Paul Biya en cannibale. Et il faut savoir que c'est aussi des gens qui sont déjà habitués à la guerre. Les Bio-Warriors, où se trouve par exemple le général Nopiti, ont combattu contre les Allemands. Et comme je disais dans le rituel, ils ont même combattu leur frère Bamileke. Et l'histoire vous apprendra que c'était avec des bambous. Des bambous qui pouvaient trancher la tête. Beaucoup. Parce que ça avait une autre dimension. Les soldats qui sont là-bas, parfois qui témoignent, qui nous appellent que frère, grand frère, parlez, ne nous laissez pas. Je parle au nom des soldats camerounais qui m'appellent en pleurant. Les informations que j'ai sur le terrain ne me viennent pas d'ailleurs. Ça vient des gens qui sont sur le terrain, les soldats camerounais qui sont en détresse. J'en ai d'autres que, quelques jours après, il n'est plus là. Il est mort. Est-ce que vous savez que, par exemple, à l'instant où je vous parle, à Bengui, à Dom, il n'y a pas d'électricité dans les commissariats. Il n'y a pas. Donc, vous ne pouvez pas joindre actuellement, ne serait-ce que même un commissaire ou même un policier camerounais.
certainement vous allez entendre qu'ils ont été attaqués, ils ont été tués. Les seuls qui ont l'électricité, c'est le maire et le préfet. Donc même pour charger le téléphone, les soldats camerounais sont obligés d'aller à la mairie ou chez le préfet charger leur téléphone. Parce que les gens qu'on envoie là-bas, c'est des sacrifiés. Est-ce que vous savez que les policiers camerounais à Bangui n'ont pas mangé depuis une semaine, ne peuvent même pas sortir? Pardon. Allez vérifier que les responsables de la délégation générale à la sûreté nationale, René Zenguele, viennent me démentir. Pourquoi? Parce que c'est là quand ils sortent. Ils doivent aller se ravitailler, ils sont dans des petits villages. Il faut savoir que les ambazoniens, ce n'est pas Bamenda, ce n'est pas Bouya. Ils sont dans des petits villages. Et ils coupent le ravitaillement. Pour que l'armée camerounaise se ravitaille, il faut qu'elle aille à Bamenda. Et pour qu'elle aille à Bamenda, il faut qu'elle soit escortée par le BIR. Donc, quand on assassine les gars du BIR, on détruit ces engins-là. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont donc enfermés actuellement, dans des commissariats sans munitions ou avec peu de munitions. Ils sont en train de pleurer. Si vous avez votre frère là-bas, venez commenter dans ce direct pour me dire que c'est faux. Qu'un responsable de l'armée vienne me dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que il se ravitaille 3 fois par semaine. Et les ambazoniens le savent aussi. Parce que même pour avoir le pain, un policier ou même un gendarme ne peut pas sortir seul. La preuve, c'est que les maisons de fonction que l'État a données à certains ne sont pas occupées. Pourquoi? Parce que si vous partez dans une maison de fonction, immédiatement, les ambazoniens vont vous rejoindre là-bas, ils seront en surnombre. Ils vont vous tuer. Résultat, les commissaires du Cameroun, les gendarmes, les policiers et autres, ils dorment dans des gendarmeries ou des commissariats, par terre. Ou plutôt, celui qui est le plus haut gradé, sur un matelas avec leur famille, dans des conditions très difficiles. Voilà la réalité de la guerre. Voilà les réalités de cette guerre que Paul Biya est parti faire. Tant que vous n'avez pas un frère là-bas, vous ne le savez pas. Mais moi, je vous dis, lorsque je suis là, je reçois les informations comment? Du haut commandement et de ceux qui sont sur le terrain. Je ne fais pas la magie, je n'ai jamais été là-bas. Mais je connais tout ce qui se passe. Et parce que je ne peux pas diffuser certaines images qui sont dégradantes, blessantes pour des familles. Mais c'est une honte. Tous sentent la mort s'approcher. Au jour le jour. Et hop, qu'est-ce qu'on a entendu? Valère Kadir la dernière fois. Quand on est parti tuer les soldats camerounais. Mais le ministre de la Défense a dit, oui, c'est le ministre de la Défense qui, devant celui qui est supposé être le commandant de là-bas, c'est-à-dire que c'est Valère Kaki qui vient lui déclarer, le général Valère Kaki vient lui dire que non, c'est des négligences et tout, et il répète ça. Que oui, certains sont dans des bars, ils étaient avec des femmes, c'est comme ça que les ambazoniens arrivent, profitent, les tuent, les assassinent, c'est de la négligence, oui, ils les assassinent et ils prennent des armes. Donc ils avouent qu'on prend des armes. Mais des gars, ils doivent quand même vivre un peu. Ils sont parfois allés avec leurs femmes. On dit qu'ils ont baissé la garde. Quelle garde ils peuvent monter sans électricité? Il n'y a rien. Les gars pleurent. Les gars du BIR tremblent. Je vous avais parlé d'un
venu avec justement ce projet de fournir des engins anti-mines ou détecteurs de mines à l'armée camerounaise. Qu'est-ce qu'on avait fait de ce projet? On a chiffonné, on a jeté dans la poubelle. Alors que, avec cela, on détectait même dans les 300 mètres. Mais maintenant, on lance des gens, sans même envoyer l'éclaireur. Quand les amazoniens, eux, ils doivent frapper. Et ils envoient les éclaireurs. Mais c'est le B.A.B.A. de l'armée, le B.A.B.A. L'armée camerounaise n'envoie pas d'éclaireurs. Voilà ce qui est vrai. Ils prennent la route, poup, 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 boum. Le lendemain, on remet d'autres. Poup, 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 boum. C'est une humiliation. Beaucoup aujourd'hui continuent à dire que voilà une guerre, oh, on va gagner ça à la sueur de ceci et cela, et tout, et tout, et tout. Vous croyez que l'armée camerounaise est si forte que ça? Je vous ai dit, voilà d'autres qui sont formés. Si les États-Unis, après 20 ans, ont fui l'Afghanistan, c'est la première puissance militaire du monde. S'ils ont fui devant les talibans, c'est vous là qui allez gagner. Vous dites que vous êtes parti signer les accords avec le Nigeria. Vous blaguez. Les Amazoniens sont comme ça avec certains gouverneurs nigérians. Ils achètent des armes là-bas. Vous croyez que le Nigeria va dire que mais nous, on ne vend pas les armes à nos voisins? Mais ils sont très contents de ça. Ils vendent leurs armes. Tant que ça aille, ils vendent. N'oubliez jamais que Enugu, par exemple, a été presque à partager le même parlement que le Southern Cameroun. Donc, ils sont des frères, selon eux, parce qu'ils peuvent changer de pays. Et de toutes les façons, nous tous, nous sommes des frères. Donc, les armes sont bel et bien vendues. Les faux accords que vous voyez là, Bouhari, on a signé les accords, tout ça n'existe pas. Et il faut savoir qu'ils ont une autre culture anglophone. Ce n'est pas parce que l'armée nigériane, à l'époque, ce n'est pas parce que la sécession nigériane, parce qu'il y avait la France qui était derrière, avait eu tel ou tel ceci, même comme il y a eu des millions de morts. Mais néanmoins, quelle sécession peut-on gagner de cette façon? Avec une armée sans munitions? Avec une armée sans argent? Et même si on avait de l'argent, on ferait quoi? On ne peut aller nulle part. Parce que l'histoire nous apprend que quand on voit le Northern Ireland, c'est-à-dire que l'Irlande du Nord, même le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'après 1800, le 1er août, où ils se sont dit, bon, l'État unitaire, c'est bon, on va partir, ceci et cela. Vous savez ce qu'il y a eu, non? Eh bien, eux aussi se sont révoltés. Ça a duré ce que ça a duré. Mais lorsque on a commencé à voir qu'ils venaient déjà bombarder Londres, Manchester, la reine a dit négocier, négocier. Et ceux qui sont venus former, actuellement les Amazoniens, maîtrisent la guérilla. Parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit maintenant d'une guérilla. L'armée camerounaise n'a jamais été formée pour la guérilla.
Ceux qui sont là, eux, c'est les spécialistes de la guérilla. D'autres spécialistes pour des bombes. C'est donc une autre phase de guerre qui commence. L'armée camerounaise peut-elle être forte et résister par rapport à tout ce qu'on est en train de voir actuellement sur le terrain? Ce sera très très difficile. Trop difficile. Ce sera impossible. Et ceux qui disent qu'on ne peut pas négocier là, ils oublient que tous les ministres camerounais appellent les ambazoniens derrière pour négocier. Mais sauf que les ambazoniens leur disent que vous avez honte de dire à votre peuple que vous négociez avec nous, nous on ne prend pas. Et ils se baladent avec des sacs d'argent. Donc c'est l'économie de guerre que je suis en train de dénoncer là. Même les gens qui ne sont pas supposés être dans les forces de défense négocient. Vous vous rendez compte? Que même Ketia Cortés négocie avec les ambazoniens. Vous pouviez imaginer ça? Ndongo envoie des gens que aller prendre tel ou tel ambazonien avec Katangandji. On va lui donner de l'argent pour qu'il puisse trahir le gouvernement de ambazonien. Mais non. Mais ça aujourd'hui, ce qu'ils oublient, c'est que même si vous capturez le général Nopiti, mais le haut commandement, ce qu'on appelle le suprême commandant, mais il est toujours là. C'est comme ils ont leur chaîne de télé, ABC Channel. Ils ont leur responsable de la communication. Donc c'est là-bas où tout part. Chris Agnew. Et puis le chef suprême des armées. Il n'est même pas sur le terrain. Il fait des stratégies. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, parce qu'on n'a pas voulu négocier. Vous avez vu, l'Angleterre a négocié. Tous ces pays-là sont allés. Si on parle de Royaume-Uni et tout ça, si on parle de la fédération aux États-Unis, si on parle de la fédération au Nigeria, certes, ce n'est pas 100% ou 10 sur 10, mais tout au moins, ça tend vers les 8 sur 10. Mais chez nous, c'est 0. Le Nigeria peut dire qu'il a peut-être une grande armée, c'est la 4e du monde. Mais le Cameroun a quelle armée? Le Cameroun a quelle armée? L'armée camerounaise n'a fait que régresser. Selon Global Power, mais l'armée camerounaise est classée 21e sur 35 pays africains. 21e. En 2020, l'armée camerounaise était 19e. 2021, nous sommes 21e. En 2017, l'armée camerounaise avait 14 400 hommes. En 2021, l'armée camerounaise, sans compter les nouvelles recrues, a 65 000 personnes. Mais vous croyez que devant les ambazoniens, où chacun est presque combattant, vous allez les vaincre comment? C'est pour ça qu'on vous parlait de fédéralisme, parce que le fédéralisme permet à chaque police locale de contrôler les siens. Les ambazoniens allaient se contrôler entre eux. Mais vous n'avez pas voulu ça. Vous envoyez des gens qui partent des régions francophones pour aller faire la guerre dans des régions anglophones, les écraser, comme exactement le colon faisait. Ça ne peut pas marcher. Les armées d'occupation n'ont jamais gagné. Et je vous ai dit, l'armée camerounaise n'est pas assez équipée. Même l'Égypte ne peut pas s'autoriser de telles choses. L'Égypte, c'est la première armée d'Afrique. Avec ne serait-ce que 1053 blindés. 11 000 blindés plutôt. 1053 aéronefs. Mais le Cameroun a combien d'aéronefs? Combien de porte-hélicoptères? Puisque lorsqu'on fait le classement des armées, c'est en fonction des 50 critères.
Et on voit que l'armée camerounaise ne fait que reculer. Peut-être c'est même pour ça que l'armée camerounaise ne peut pas aussi faire un coup d'État. 21e. On est classé 108e armée au monde. On dépasse qui? C'est les pays qui n'ont jamais fait de guerre et qui prospèrent. Comme par exemple le Cap-Vert. Le Cap-Vert, peut-être, il y a combien de gens dans l'armée du Cap-Vert? 450, hein? Seychelles, 1200. Mais c'est des pays qui ont su que la guerre retarde un pays. Mais on préférait investir ailleurs. Nous, on prend de l'argent. On met dans une guerre qui ne fait que nous appauvrir, nous nuire. Regardez l'économie du Cameroun aujourd'hui. On est à terre. Complètement. Puisque aujourd'hui, on se rend compte que la balance commerciale même du Cameroun est négative, déficitaire, de 700 milliards. Et on est en guerre. On va donc faire comment? Pour pouvoir même nourrir ces militaires-là, puisque même le riz, aujourd'hui nous en sommes dans le déficit. Le Cameroun est déjà incapable de produire son propre lait. On est déjà en train d'importer, selon les chiffres de l'INS, l'Institut national de statistique, 30 700 000 tonnes de riz au premier semestre 2021. Les importations, 1844 milliards. Parce que, aujourd'hui, on est là pour importer les armes, importer du riz, importer tout. Voilà un pays qui est à terre. Et on se dit qu'on va gagner une guerre. On ne peut pas gagner cette guerre. Cette guerre entre frères. C'est pour cela que je vous dis, n'envoyez plus vos enfants mourir. Honneur, honneur, honneur pour la patrie. Quelle patrie? Brenda ne part pas là-bas, pourquoi? Pourquoi Franck Biya n'est pas parti? Pourquoi leurs fils ne vont pas? Et même en il y a des règlements de compte. Hein? Vous savez que la plupart des policiers qui ont été envoyés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, particulièrement à Dôme et consorts, c'est des gars qui viennent de la délégation générale à la Sûreté nationale. Dès qu'il y a eu des problèmes entre Amogo Belinga et le secrétaire général, l'affaire des audios, on a pris une série de gens dont on a soupçonné qu'ils étaient avec Baya, le secrétaire général, qui est Bassa. On a pris un lot de Bassa, on a balancé là-bas. Voilà donc le tribalisme. On a dit, allez mourir là-bas. Les gars appellent des secours. Il n'y a plus de secours. Yaoundé n'écoute pas. Ils pleurent. Qu'ils sont en sous-effectif. Et qu'ils ne sont pas armés. Mais ils n'ont plus de nouvelles de Yaoundé. Donc on les a sacrifiés. Qu'aller mourir là-bas. Dans cette guerre-là, non seulement ça profite à certains du régime, mais c'est aussi des règlements de compte. Mesdames et messieurs, je voudrais que chacun d'entre vous, dans sa famille, voit ce qu'il gagne derrière cette guerre. L'orgueil, l'argent, ou bien le sang que son enfant verse, ou que son enfant va verser. Dans tous les cas, nous sommes perdants. Dans tous les cas, c'est le Cameroun qui va dans le gouffre. Dans tous les cas, c'est le Cameroun qui connaît des déchirures. Dans tous les cas, c'est Paul Biya
qui, quand il ne sera pas là, aura joué sa mission de Satan en laissant le Cameroun à feu. Quand on voit ce régime, il fonctionne uniquement pour sacrifier ceux qui n'ont pas de audace et de parapluie. Donc ceux qui vont en guerre sont envoyés pour se sacrifier. Ceux qui meurent, c'est toujours les fils des pauvres, pas eux. Et ça fonctionne comme ça avec leurs parents également. Puisque non seulement leurs enfants sont en sécurité, mais eux-mêmes sont aussi en sécurité. Et lorsque un est en danger, l'autre vient à son secours. Vous n'avez qu'à regarder comment ici se font les passes décisives, des appels de balles, pour obtenir une évacuation sanitaire, venir se reposer et surtout se faire soigner avec l'argent du contribuable camerounais. Et pourtant, ils bénéficient de toutes sortes d'avantages. Après, lui, Paul Moutazier, ministre des Finances, c'est maintenant le tour du roi Mbombo Njoya. À peine j'ai parlé de sa maladie et comment est-ce qu'il est arrivé à Yaoundé, parce que j'ai critiqué que c'est quand même hallucinant qu'un roi ne puisse pas avoir ne serait-ce qu'un hôpital chez lui. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, soit d'intimidation, soit même de courtoisie, beaucoup de discussions et surtout des pressions, parce que j'aurais commis un péché de lèse-majesté en critiquant le roi Mbombo Njoya, qui dans sa seigneurie devrait être vénéré comme Jésus-Christ. Mais moi, je suis journaliste. Et au-delà de ça, je ne révèle et ne relate que des faits. Et de ces faits, je constate que Paul Biya a ordonné l'évacuation du roi Mbombo Njoya. Ne devrais-je pas en parler? Les conditions, pourquoi est-il évacué? Certains m'ont eu au téléphone et avaient presque tous la même chanson, à savoir que c'était une haute personnalité, presque, puisque les pauvres n'ont pas droit à la santé, c'est les hautes personnalités qui ont le droit d'être évacuées. J'ai cherché dans les lois camerounaises, je n'en ai pas trouvé. On m'a dit que c'est un sénateur, j'ai cherché. Là où c'est écrit que les sénateurs doivent être évacués, ou les ministres, je n'ai pas trouvé. Mais je tenais quand même à venir répondre à ceux-là qui me disaient, j'ai blasphémé contre le roi et contre la culture Bamoun. Première des choses, je devrais leur dire, j'ai toujours respecté les coutumes, les religions. C'est mon credo. Et cependant, je peux critiquer le pape, je peux critiquer l'évêque, je peux critiquer les rois, je peux critiquer un chef d'État. Il n'existe donc pas une loi qui m'interdit de critiquer un roi, fut-il le plus ancien du monde, comme certains ont voulu me dire qu'il était peut-être au-dessus de Paul Biya, puisque le royaume Bamoun existe avant l'État du Cameroun. C'est vrai aussi que l'Empire ottoman existe avant l'État du Cameroun, sauf que l'Empire ottoman, vous connaissez là où ça se trouve, l'Empire romain, vous connaissez là où ça se trouve, ou bien même les pharaons, là où ça se trouve. Ce n'est donc pas question de longévité qui fait que certainement un royaume soit plus respecté qu'un autre, puisque d'ailleurs les royaumes ou les empires sont faits pour atteindre l'apogée et pour parfois disparaître. Je ne souhaite pas que le royaume Bamoun disparaisse, mais je constate que parfois ceux qui incarnent ce rôle de roi, se prenant comme des dieux, sont en train de faire disparaître la tradition. Ma première réponse sera à cela. C'est le roi qui est dans le 19e de la dynastie
qui quand même, il faut savoir que c'est vers les années 1340 que ça existe, cela, c'est-à-dire que le roi Bamoun, c'est le roi doit maintenant attendre Paul Biya pour se faire évacuer, l'autorisation de Paul Biya, la signature de Paul Biya. À partir de cet instant, je vous pose la question. Est-il toujours roi? Moi, dans le monde, je n'ai jamais entendu que le roi du Maroc va demander l'autorisation au président algérien ou tunisien pour se faire évacuer. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu même que même le prince, le prince, là, de Monaco, demande l'autorisation à Macron. Je n'ai jamais entendu ça. À partir de là, j'ai dit, il faut donc qu'on définisse qui est roi et pourquoi est-ce que le roi se met à la férule d'un chef d'État. Et ce que j'ai d'ailleurs critiqué, c'est que par rapport aux traditions Bamoun, puisque d'ailleurs, si on peut même parler du Cameroun qui a été fait, c'est à partir de ce royaume, puisque c'est l'an 58 que l'avenir d'André Marine Bida s'est dessiné à travers la rivière, le fleuve, où on a fait certaines choses de la tradition et où on connaissait déjà le futur président du Cameroun. C'est là où on a vu Aïdjo paraître au niveau de l'eau. Les traditions de ce royaume, je les respecte, mais je ne peux pas comprendre comment est-ce que le roi, qui, à la suite de la mort de Djemolou, son père, Sédou, le 27 juillet, je crois bien, 1992, a pu non seulement être roi, mais accepter être membre du comité central du RDPC. RDPC, le parti de Paul Biya. Et au parti de Paul Biya, c'est lui qui vient après Paul Biya, s'appelle Nkwete. Nkwete est roi. Donc, si Nkwete est déjà donc le chef de Mbombo Djoya, même Grégoire Ouona est le chef hiérarchique au niveau du parti. Il ne devrait donc pas rester là. Et c'est pour ça que j'avais parlé. Parce que je vois certaines incongruités que je ne parviens pas à expliquer. Eh bien, deuxième des choses, concernant la santé, on peut aller se soigner n'importe où, mais comment peut-on comprendre, comment peut-on expliquer que, par exemple, Charles Pasqua a offert un hôpital de référence régionale à Mbombo Djoya. L'hôpital est là, devant lui. Il ne part pas là-bas. Il vient aux urgences de Yaoundé. Dans son propre hôpital, les gens meurent là. Donc, lui, il court à Yaoundé. Lui qui est roi des Bamoun. Et autre chose. J'ai beau demander aux gens de m'expliquer un certain nombre de choses. Comment donc le roi, que vous dites, à qui vous dites, vous me dites que j'ai manqué du respect au roi. Mais je vous pose la question, c'est moi qui ai filmé le roi? C'est pas sa cour royale qui l'a filmé? Les photos où on voit qu'il a de la peine à monter dans l'ambulance, les images ont été tournées par qui? C'est par ces sujets. C'est par vous. C'est pas par moi, Jipoué Bingono. Ces images me sont parvenues. Et au-delà de ça, s'il est donc votre roi, qu'il défende vos intérêts, comment se peut-il que
déjà une région, que nous nous retrouvions en 2021, sous Paul Biya, ce royaume-là n'a même pas une région. C'est plutôt un département. La région de l'Ouest, quand on essaie de regarder la superficie, le royaume Bamoun occupe 54,5% du territoire de l'Ouest. Comment se peut-il que on ne dise pas que voici aussi donc la région que Paul Biya a offert à son ami? L'université, par exemple, qui est dans ce royaume-là, dépend de quoi? Ça dépend de Tchang. C'est Tchang qui décide. Dans un royaume, c'est Tchang qui décide. Sur l'université, les plateaux, les concerts. Mais quand on est roi, on fait que son peuple se développe, que son territoire se développe. Quand on voit le royaume Bamoun, ça occupe une superficie de près de 8000 km². La principauté de Monaco, c'est 200 hectares. Hein? En tout et pour tout. Mais la principauté de Monaco, vous allez tout trouver là-bas. Le PIB même est de 7,800 milliards d'euros. Le prince de Monaco n'a pas besoin d'être évacué par Macron. La cour et ceux qui aiment le roi n'avaient donc qu'à prendre cela en charge. C'était mon Dieu qu'il était tellement populaire, il était tellement aimé, j'en ai rigolé. Moi d'abord je dis, si le roi est si populaire, comment est-il donc explicable qu'en 1996, il s'est présenté aux élections contre Adamou Damdjoya, avec qui il est venu étudier ici, hein, même année. Vous connaissez le sénateur qui a fait qu'il vienne, non? Vous voulez que je vous donne la vraie histoire? Je n'y suis pas là. Je vais peut-être y revenir quand d'autres vont sortir, parce que ce sera un grand combat. Comment se peut-il, disais-je, que le roi puisse être battu à plate couture par l'un de ses sujets ou l'un de ses frères? Il avait obtenu combien? 13%. Momo Djoya. C'est comme ça qu'il a échoué les élections. Et Adamou Damdjoya avait obtenu 97%. Si donc tous les Bamoun les mettent tant, pourquoi on ne l'a pas voté? Bien au contraire, quand quelqu'un veut perdre les élections, dans le nous, mais tu n'as qu'à dire que je m'en vais m'acoquiner avec le RDPC. C'est l'UDC qui gagne là-bas. Ce n'est donc pas moi qui invente. Je ne vois que des réalités qui sont là. Comment pouvez-vous expliquer que votre roi a été ministre de la Jeunesse et des Sports? Vous êtes content? Quelqu'un m'a dit, lorsque j'ai dit que c'est aussi son fils qui est actuellement, qui l'a fait nommer au niveau de la FECAFOOT. Mais il a été ministre des Sports. Que ce soit en 84, d'ailleurs il est revenu en 90. Mais, vous pouvez me dire, les stades qu'il y a là-bas, au royaume Bamoun, combien de stades? Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas jouer la CAN au royaume Bamoun? Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est le président de la FECAFOOT est d'où? Son père est d'où? 2 fois ministre de la Jeunesse et des Sports. Expliquez-moi ça. Et comme je disais tantôt, que comment se peut-il que le Noun ne soit pas une région? Mais M. Momo Djoya a été ministre de l'administration territoriale de 88 à 90.
chez lui, il n'y a pas de région. Hey. Mais ça, c'est l'histoire que j'entends souvent que le menuisier n'a pas de chaise chez lui. Donc, à partir de ces éléments, je me pose donc des questions sur ce qu'il a fait pour le bien-être du peuple Bamoun. Puisque ce qu'il a fait pour vous, c'était quoi? C'était le musée. Ce musée-là, combien est-ce que ça a été dépensé dedans? 1,8 milliard dilapidé. Ça sert à quoi? Ce musée sert à quoi? Combien d'hôpitaux ne pouvait-on pas construire avec ça? Ça aurait pu profiter à tout le peuple Bamoun. Un peuple d'hommes intelligents, intellectuels. Mais moi, j'ai toujours dit, le plus grand intellectuel, l'homme ayant même la probité morale, les hommes ayant la probité morale, c'est là-bas, dans le monde. J'en ai vu, j'en connais, même dans le régime Biya, chaque fois que quelqu'un venait de là, c'était quelqu'un d'intègre. Mais comment se peut-il qu'on m'explique donc ce qui est en train d'arriver? Qu'on ne puisse pas au moins développer cette région-là de telle sorte que même la route qui va au palais, la route là entretenue, elle est bitumée, elle est quoi? Ça doit être un boulevard. Mais vous ne voyez pas le palais de Toudi. Mais le roi du Maroc, ou bien partout où il y a les rois, mais on voit quand même quelque chose de très spécial. Mais moi, je ne vois pas ça. Et quand je dis d'ailleurs, le peuple Bamoun devrait être fier. Parce que c'est l'un des peuples, même si on trouve les origines au Sud-Soudan, mais c'est l'un des peuples où on peut dire, ce n'est pas ce qu'on dit que, oui, Charlemagne a inventé l'école, mais l'école vient de là. L'écriture de Njoya, c'est avec 400 signes. Maintenant même, c'est peut-être 80 signes. Pourquoi ne l'enseigne-t-on pas à l'école, même seulement dans le Noun, au royaume Bamoun? Pourquoi on n'enseigne pas cette écriture? Pourquoi on n'enseigne pas la langue? Pourquoi on ne l'impose pas au Cameroun? Alors qu'on a un roi. C'est ces questions qui m'ont amené à parler du cas Mbombo Njoya. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas et que vous pouvez peut-être m'aider à mieux comprendre. Mais moi, bien au contraire, c'est des Bamoun qui sont réfléchis, savent très bien que Mbombo Njoya vous a vendu. Il vous a vendu pour qu'il soit le seul roi d'un royaume. Mais il pouvait donc, si c'était le cas avec son ami Biya, qui la dernière fois qu'il a été là-bas, c'était lors de l'enterrement de son père. Il n'est plus jamais venu, alors qu'on me dit que c'est des très grands amis. Mais au moins, il devait obtenir un certain nombre de choses sur le plan même administratif pour pouvoir faire que ce royaume-là se développe. Sauf que tout ce qu'il a occupé comme poste, que ce soit ambassadeur ou ceci, cela, je ne vois pas. Et d'ailleurs, quand je vois, même là où il s'est beaucoup démarqué, parce que c'est quand même, il faut le lui reconnaître, il a été le plus grand chanceux à apporter la première coupe à Paul Biya en 1984. C'est lui qui était ministre des Sports lorsque les Lions vont gagner la CAN en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est là. Il est vrai que c'est aussi ce qu'on peut dire, sa malédiction, puisque depuis qu'il a été là, on n'a jamais vu un Bamoun à l'équipe nationale du Cameroun. Peut-on dire que les Bamoun ne savent pas jouer au football? De tout ce qui précède, je dis donc, ce n'est pas la culture Bamoun que j'ai critiquée. Ce n'est pas les Bamoun que j'ai critiqués. Mais c'est un homme qui a pris les attributs du RDPC. Donc il est complice de Biya. Et lui-même, il a fait le mea culpa le 30 novembre 2019.
pendant le grand dialogue national, lorsqu'il a fini par reconnaître que il y avait le problème de la crise anglophone qui venait du fait qu'il y avait le cumul des mandats, qui a laissé Biya faire souvent ça, qui encourageait Biya, c'était lui. Lorsque finalement il dit il faut maintenant les mandats de 5 ans fois 2, qu'il faut peut-être la révision de la Constitution, mais il vient le dire, et immédiatement c'est le Premier ministre, Joseph John Gouttet, qui lui dit qu'il ne doit pas sortir du cadre qui a été défini par le gouvernement. Il s'est tu. Est-ce qu'un roi se tait devant un Premier ministre dont Joseph John Gouttet donne les instructions en Bobo Njoya, qui se contente et qui a humilié le peuple Bamoun? Puisque qu'est-ce qu'on a fait? Paul Biya a classé Mbombo Njoya comme chef de premier degré. Est-ce qu'un roi est chef de premier degré? Un roi, c'est un roi. Chef de premier degré, dont le sous-préfet le dépasse. Le sous-préfet peut même aller enfermer son palais. Parce qu'il a voulu. Il s'est laissé vendre. Pour lui, un roi ne porte pas les habits d'un parti politique qui plus est dans la dictature. Un roi ne part pas siéger dans un comité central du RDPC, où ceux qui sont ses chefs, les femmes d'Ongwe consorts, sont des petits rois de quartier, les chefs de quartier. Et c'est eux qui décident. Qu'est-ce que Momo Njoya peut décider dans le RDPC? Rien. Il a donc rétrogradé la valeur du royaume Bamoun. Il a rétrogradé l'honneur du peuple Bamoun. Je n'ai fait que dire ce qui est réel. Et si les gens font des interprétations à l'emporte-pièce, j'en suis désolé. Et comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas là pour l'idolâtrie. Même quand c'est mon père, je le dis. Et d'ailleurs, moi-même, je suis souvent dans mon autocritique, l'autodérision. La preuve, c'est qu'à l'époque au Cameroun, je m'appelais le Lucky Luke du micro, parce que j'étais tout maigrelet comme ça. S'il ne faut pas critiquer le roi qui ne peut pas développer son pays, enfin son royaume, qui vient se soigner à Yaoundé, qui se fait commander par des chefs de rien du tout, des chefs faillants. J'ai dit, alors là, ce grand royaume est en train de tomber. Il faut le relever. Il faut une autre forte personnalité qui viendra rehausser cet éclat, cet amour, et qui pourra rassembler la majorité. Un roi, jamais au monde n'a perdu une élection. Lui, il a perdu l'élection. Et ça, c'est Dieu seul qui sait qui est le vrai roi et qui sont les faux rois. Chacun va être roi. D'autres se font rois dans leur tête et surtout deviennent des rois en escroquerie. La politique mène à tout. Et ce qu'on voit au Cameroun devient une foire d'hommes malhonnêtes qui, sous prétexte qu'ils sont jeunes, viennent subitement s'incruster dans le paysage. L'arène politique font les beaux avec des dorsaux, des abdominaux, des pectoraux, mais qui sont dans des comportements immoraux, valent double zéro. Je vais prendre le cas de Serge Espoir Matomba. Qui est-il? Et pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Parce que quand j'ai ouvert le dossier Cabral Libye,
c'était comme si c'était uniquement contre lui. Quand j'ouvre le dossier de Paul Biya, ce n'est pas seulement contre Paul Biya. C'est parce que lorsqu'on se lance en politique, et surtout, lorsqu'on promet certaines choses, on doit les réaliser. Et on doit d'abord soi-même se faire une enquête de moralité. Serge Espoir Matomba est arrivé comme un jeune sphinx, tout souriant, enfin, un sourire apparemment extra gracieux, innocent, mais derrière, il fait des coups qui deviennent de plus en plus agaçants. J'ai laissé longtemps, sans parler, espérant qu'il allait lui-même faire une autocritique et amorcer le changement dans ses comportements. Mais malheureusement, Serge Espoir Matomba se voit tellement grand, puissant, que parce qu'il peut fréquenter certains hommes politiques, il peut aujourd'hui abuser de ses anciens collaborateurs, écraser d'autres personnes qu'il a escroquées parce que justement, il est devenu celui que tout le monde voit sur des plateaux télé, celui que tout le monde considère comme un grand homme politique, celui qui se voit futur président de la République. Serge Espoir Matomba a été beaucoup connu grâce à une jeune consoeur qu'on appelle Clarence Yongo. C'est pas elle que je découvre cet homme. Parce que elle va le façonner, va l'habiller, pas qu'elle lui mettait les habits, mais le illustrer, parce qu'il était totalement inconnu dans la sphère politique et même sur des réseaux sociaux. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que je vois ce qu'il a fait contre cette fille et contre d'autres femmes. Et je parle de ça parce que, justement, nous sommes en train de protester, de manifester pour que justice soit rendue à une autre femme, Mirabel Christelle Lingam, qui, par le harcèlement, l'humiliation et même le viol qu'elle a subi, est finalement décédée ou a été assassinée. Tant qu'elle est vivante, il faut déjà aussi alerter l'opinion nationale. Clarence Yongo est menacée, même si elle ne parle pas. Clarence Yongo est juste actuellement dans un rouleau compresseur parce qu'elle demande de l'argent à Serge Espoir Matomba, qui pourtant a signé une reconnaissance de crédit en date du 7 juillet 2018 de 3 405 000 francs CFA. Mais ce n'est pas tout. Parce que c'est au-delà de ça, de cette somme. Une plainte d'ailleurs a été déposée à la gendarmerie, mais ça n'a jamais avancé exactement comme pour Christelle Lingam. Tout est étouffé parce que Matomba est devenu lui aussi un géantosaure au Cameroun et qu'il peut rapidement actionner les leviers pour bloquer toute action judiciaire contre lui. Dans cette action judiciaire, elle revendique 6 millions de francs. Mais dans mes investigations, j'ai découvert témoignages de plusieurs collaborateurs à l'appui que ce n'est pas seulement elle et que ce n'est non plus seulement le montant. Parce que quand elle rencontre Serge Espoir Matomba, Clarence Yongo a déjà un nom. On la voit dans les médias. Elle a même fait des campagnes concernant certaines personnalités dans d'autres pays étrangers.
Et elle est donc sollicitée par Serge Espoir Matomba comme ce qu'on peut dire conseillère en communication et en marketing pour fabriquer son image politique. Parce que quand on tapait Google, on ne pouvait pas retrouver Serge Espoir Matomba. Elle est donc recrutée sur la base d'une entente parfois verbale, puisque les Feman n'aiment pas beaucoup écrire, où il va promettre qu'elle organise un congrès, lequel congrès devrait aussi amener d'autres choses pendant la campagne. Elle devrait donc être rémunérée à hauteur de 20 millions de francs avec son entreprise. Puisque cette entreprise emploie d'autres gens. C'est ce qu'on appelle les sociétés de communication ou les entreprises de communication. Donc, il faut fabriquer, par exemple, ne serait-ce que la biographie qu'il n'avait pas. Elle va le faire, elle va organiser des plateaux télé, des rencontres avec des hommes de radio et aussi, bref, tout ce que vous pouvez imaginer pour faire d'un homme politique quelque chose de potable. Elle va s'y atteler à cœur joie. Sauf qu'elle va aussi se faire rouler dans la boue par un manipulateur, par un menteur, comme un arracheur de dents, par un jeune qui a des identités multiformes et des comportements protéiformes, mais qui convergent vers la même forme, escroc international. Serge Espoir Matomba n'a donc jamais payé les 20 millions. Mais le pire, c'est que pendant la campagne, faisant semblant d'être celui-là qui va recevoir des millions, voire des milliards, il va demander à cette jeune fille qui a des enfants, qui doit s'occuper d'eux, de lui faire des emprunts. C'est ces emprunts-là qui s'élèvent à 6 millions et qu'il refuse systématiquement de rembourser jusqu'aujourd'hui. Et quand elle veut parler, Serge Espoir Matomba envoie son réseau d'agresseurs, de faux profils, des réseaux sociaux pour venir la matraquer, pour venir l'humilier, pour venir faire le harcèlement. Serge Espoir Matomba, j'ai donc cherché à comprendre qui est-ce et je fais d'abord un combat pour dire que je l'avais rencontré, ou bien plutôt il s'était présenté à moi, sortant des studios de RFI et se présentant comme un grand homme politique. À l'époque, je lui avais dit de se rapprocher un peu de certains aînés pour faire une coalition. Et il m'avait dit qu'il allait voir parce qu'il avait tellement des contacts internationaux que voilà, il pouvait le faire. Bref, il s'est présenté à moi comme étant quelqu'un étant connu du monde entier. En tant que journaliste, je dois faire le checking. Quand je m'en vais chercher son nom, je ne le retrouve pas dans tous ces réseaux-là. Et il m'a dit qu'il était dans un hôtel à Paris. Et dans cet hôtel-là, d'ailleurs, où certainement on devait un jour se voir pour un peu causer ou bien pour discuter par rapport à son programme politique. J'ai été curieux de vouloir voir dans quel hôtel logeait Serge Espoir Matomba. J'ai donc pris mon téléphone. J'ai commencé à faire le tour. J'ai aussi appelé d'autres amis et tout, comme nous faisons souvent des recherches, que peux-tu me retrouver un tel nom dans un hôtel? Première surprise. Lendemain, c'est un hôtel du 8e arrondissement qui va m'annoncer quelque chose de terrible.
c'est que l'homme qui logeait là-bas est un bandit, un trafiquant de cartes, qu'il a réservé l'hôtel. Et que, en réalité, c'était de façon frauduleuse. Donc, on l'a viré. Je vais me rapprocher donc de ceux qui font partie de ces équipes que je ne vais pas révéler aujourd'hui. Mais l'aventure à Paris a été terrible, puisqu'il devait passer à TV5. Il va donc se retrouver que, pendant qu'il devait passer à TV5, il était justement avec sa femme, qui aussi, une surdouée dans l'escroquerie, fait woman, Albertine Ngopondi. Elle dit qu'elle est pasteur d'église réveillée. C'est encore une autre frappe là-bas. C'est là où je me rends compte que, non seulement on est venu les expulser, même Clarence Yongo faisait partie de cette délégation. Il y avait aussi une certaine Linda qui était dans cette même délégation. Quand on est venu les expulser des chambres, que sortez? Oui, Serge Espoir Matomba a été expulsé des chambres de Paris. S'il veut qu'il aille démentir. Ils sont partis loger au 10e arrondissement. C'est-à-dire à la gare du Nord, plus précisément. Là-bas, c'est Linda. Elle utilise souvent le nom de Nefertiti. C'est elle qui est partie payer avec sa carte. J'étais sur les traces. Et c'est là où j'ai compris que ce monsieur n'est pas du tout sérieux. Mais compte tenu du fait que l'élection présidentielle était là, si jamais je le prenais à cet instant-là, et puis je me suis dit, c'est juste une petite filouterie, ça peut arriver, peut-être c'est une carte qui a fait ceci et cela, peut-être qu'il est un peu en difficulté, et je ne veux pas le mettre en difficulté. Je n'ai donc pas parlé. Mais, je me rends compte que c'est sa spécialité. Puisque même au Cameroun, dans les hôtels, que ce soit Deka ou bien Clatims, Clarems, je ne sais pas, il y a un hôtel là à Yaoundé. Il a des impayés là-bas. Il ne les a jamais réglés. C'est quelqu'un qui est donc foncièrement malhonnête, non seulement dans sa façon de fonctionner, mais surtout dans la façon de rouler ceux qui sont avec lui. Et puisqu'il m'a donc parlé de ces grandes relations, j'ai été obligé de fouiller. Je me rends donc compte qu'il a un passé plutôt au Portugal. Et quand je fais mes enquêtes du côté du Portugal, je me rends compte que c'était un phénomène dangereux. Qu'est-ce que Serge Espoir Matomba faisait au Portugal? Qu'il nous explique. C'est vrai qu'il a voyagé avec certaines de ses équipes pour y aller. Mais là-bas, il parlait à un homme qui, selon ses dires, serait d'origine anglaise, qui devait venir créer un village écologique, donc un village vert au Cameroun. Et c'était à des milliards. Là encore, c'était une autre escroquerie, brandissant toujours Clarence Yongo comme étant son trophée. Parce que lui, il utilise les autres comme des trophées, il te met devant et ça devient sa crédibilité. Je vous dis que tout ce qu'elle a écrit, et je le lui dis aujourd'hui, est faux. Premier faux, même son nom, même son acte, même son âge. Tous les documents que Serge Espoir Matomba monte sont fabriqués par lui-même. Et d'ailleurs, il est reconnu à Douala. Là où j'ai mené les enquêtes aussi, comme étant dans le réseau de ceux qui font, bien sûr, avec les faux, avec les cartes de crédit d'autrui. Les autorités le savent, mais ne l'arrêtent pas. Les ordinateurs sont pleins. Je ne voudrais même pas dénoncer certaines personnes qui sont populaires, et même dans des médias, qui ont été avec Serge Espoir Matomba, qui ont vu tout ça, mais qui n'ont pas dénoncé.
Au Portugal, ça a échoué. Et comme d'habitude, il aime ruiner les vies des femmes. La femme qu'il avait au Portugal, la jeune fille qu'elle avait, c'était un mannequin. J'ai retracé les traces. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Serge. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Elle fait les ménages ici, à Paris. Toutes les femmes ruinées. Serge Espoir Matomba est passé par la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, il dit qu'il a été marié à la sœur de l'ancien président, Mario José Yaz. José Mario Yaz. Elle était son aînée. Mais c'était pour escroquer. Il a escroqué là-bas. Vous connaissez comment était son nom? Léonel. Serge Espoir Matomba s'appelait en Guinée-Bissau Léonel. Et même là, avec le nouveau président, Umaro Sissoko, il a recommencé à écrire. Parce que celui-là, il avait aussi été le premier ministre de l'ancien président. Il est parti de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau. On ne sait pas si c'est la nuit ou s'il a disparu. Si je vous raconte les épopées de là, ça reviendra. Parce que je vous raconterai les épopées pays par pays. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais juste brosser. Savez-vous que même au Niger, au Sénégal, il est passé? Il est passé par là. Et là-bas, il était marabout. Mais Serge Espoir Matomba arrive au Cameroun. Il dit aux gens qu'il est doctorant. Doctorant où? J'ai donc cherché les universités là où il était. Vous ne pouvez pas rester avec les cartes de baptême comme moi. Je n'ai pas trouvé de traces de Serge Espoir Matomba. Bien au contraire, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il prend Gaston Kelman, qui est son ami. Il dit, voilà, tu vas m'écrire un livre. Parce que c'est avec ça qu'il devait finalement être docteur dans une université. Et puis ça a échoué. Gaston Kelman n'a pas écrit. Puis il a pris un autre professeur, là-haut professeur, qui était devenu comme son porteur de sac. Parce qu'il est dans l'université au Christmas University. Pour qu'il devienne donc docteur en économie. Comment peut-on être si malhonnête dans tout son parcours? Le pire, c'est qu'il a pris des collaborateurs et il n'a jamais été honnête envers eux. Régler cet argent. Non seulement il a surexploité des filles, dont je ne pourrais même pas donner certains noms. Je donne seulement déjà un nom, un prénom, Grâce, qui est dans une société là. Je donne seulement une piste, celle qui est au ministère de la Communication. Vous voulez que je donne des pistes? Ou encore celle qu'il vient de dire qu'il doit aller épouser, alors qu'il est marié sous le régime monogamique. Il propose d'aller épouser des filles au Cap-Vert, au Portugal, à tel ou tel endroit. Et chez lui, il a créé une autre usine de faux. Avec sa femme, dont je dis là, l'église éveillée. Et c'est là où, dans le spirit, on détourne les âmes pour escroquer des gens. Au milieu de la nuit, vous savez ce que Serge Espoir Matomba fait? Avec quelqu'un qui est à côté de lui, qui a des gros bras, tatoué, je vais vous raconter prochainement. Parce que ça, ce n'est que l'avant de la vie cachée de Serge Espoir Matomba qui a détruit beaucoup de vies. Et qui aujourd'hui continue à le faire. La maison
qu'il occupe à Bonabéry. Il avait hypothéqué. Comment il a eu encore du faux? Parce qu'il a bénéficié parfois de certains aujourd'hui, comme son ancien secrétaire général qui est décédé, qui avec la casquette de banquier était là pour happer des gens en montrant que lui, il y a 200 millions qui vont venir de la Guinée-Bissau, ou bien 1 milliard que le gouvernement camerounais a bloqué parce que ceci et cela, arguant qu'il y aura ceci, tel ou tel financement. Même pendant sa campagne, il y a eu des signes qui vous montraient que cet homme est dangereux. Agarwa Boulaye, vous connaissez quand il a eu son accident avec ce bus qui avait pris feu. Et d'ailleurs que ce n'était pas son bus, puisqu'il avait loué ce bus, dont il n'a jamais payé l'intégralité de la location et dont il n'a jamais voulu payer. Et même les t-shirts qu'on arborait pour sa campagne. 700 000, il doit encore. Il n'a pas payé. Kopo, qui est même le chanteur, il a aussi escroqué un chanteur comme Kopo. Tous ceux qui étaient autour de lui se sont plaints. J'ai tellement de dossiers que je suis effaré. Quand je vois qu'un tel homme continue à vivre en liberté, à tuer, à faire des coups bas, et qu'il crée une fausse société. Il vous a dit qu'il est milliardaire. Il est milliardaire d'où? Il a quelle société? On est milliardaire sans être propriétaire de société qui vous montre son compte bancaire. Le truc qui dit qu'il vend les billets d'avion là, mais c'est un prête-nom. C'est un prête-nom. Et d'ailleurs, il doit 5 millions à cette dame-là. Ou alors, je prends encore un autre exemple. Même le siège de son parti. Est-ce qu'il paye le loyer là-bas? Plus de 15 millions qu'il n'a pas payé. Et cette maison-là, ce terrain appartient à quelqu'un qui, d'ailleurs, avait vendu ça à un autre cadre, qui est même conseiller municipal du RDPC. Mais Serge Matomba est là. Il connaît les têtes des gens. Il passe en souriant. Il fait l'innocent. Pourtant, c'est un chef de gang. Quand vous pouvez voir que ce type que vous prenez comme un enfant, que même son ami, Nti, le pasteur de l'église de Jérusalem, vous savez comment il a frappé? Avec une dame là, une certaine Nana, Amadou, qui était partie acheter l'immeuble d'Nti. Enfin, Nti n'était que locataire avec son église en 2018. Et puis, elle est venue lui dire que Nti, il faut que tu libères. Nti n'a pas libéré parce qu'il savait que jusqu'en 2022, il devrait occuper les lieux. Mais quand l'affaire éclate, vous savez qui est là? Il se dit que, oui, son ami Serge Espoir Matomba se présente pour aller négocier avec la dame. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Boum! Comme d'habitude, il drague la dame. Et il se retourne contre Nti. Quand on arrête Nti, il est le premier, alors que Nti avait dit qu'il ne va jamais enlever ses effets de cette maison-là. C'est Serge Espoir Matomba qui va enlever les effets d'Nti. Et d'ailleurs, vous avez pu voir une vidéo qui avait circulé dans les réseaux sociaux où Nti se plaint que quand il demande que ses effets soient restitués, on vient seulement avec le matelas et la télé. Même les assiettes, Serge Espoir Matomba a volé. Il l'a confisqué. Voilà un homme politique. Tout ça là. Et même quand la femme d'Nti part, boum, il se met aussi à draguer la femme d'Nti. Beaucoup n'ont pas voulu parler, mais ont finalement accepté de témoigner. Je ne vais pas tout livrer actuellement, parce que ce sera un long dossier. Pour le cas Serge Espoir Matomba,
qui je somme de payer l'argent de la vie d'autrui au lieu de l'attaquer, au lieu de l'intimider, et de payer l'argent des autres collaborateurs. Sinon, lui et moi, on ira balle au pied. Ce n'est pas avec les faux profils là. Moi, j'ai pris le temps pour enquêter. Je sais qui il est. Et comme j'ai dit, avec des faussaires, toi, Lionel, parce que toi, voilà, comme tu as plusieurs noms là, on saura. Comme tu as plusieurs âges là, on saura. Mais tu ne devrais plus jamais te représenter dans une élection présidentielle. Parce que les documents qui sortiront et les enquêtes détaillées montreront ton vrai visage. Serge Espoir Matomba, c'était l'avant-vous. Je ne suis pas encore au chapitre 1. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, compte tenu de l'actualité, comme je l'ai dit, avec le concert de Valsero, ce soir, je me trouve dans l'obligation de m'arrêter, de saluer le lieutenant Emeni qui va d'ailleurs offrir un très beau cadeau là. Je vais porter ça pour le prochain live. Je salue la générale Marcel, la femme incroyable, sans pour autant oublier le général Wanto. Et bien sûr, Sosang de Monkam. Et tous ceux qui sont toujours avec nous, je ne peux pas citer tous les noms parce que vous le savez, les yeux sont tournés vers le concert. Actuellement, j'y vais et surtout, ne manquez pas parce que ce sera un événement retransmis en direct ici sur votre page Facebook, Rémi Ngono. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres dossiers traités noirs et d'autres sujets que je n'ai pas eu à traiter aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai dit, allez, je me lève, Valsero, à tout à l'heure. Nous y sommes. Bye.